Le regret ne peut pas être anticipé, hein. Le regret est toujours devant nous. Donc, non, faire tout pour que la vie soit une vie qui mérite d'être vécue. C'est pas garanti à 100%, mais en tout cas, faisons tout pour le faire. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'Invité de Paris, l'émission qui vous permet d'apprendre des autres. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'échanger avec Monsieur Vunzandiamang, ancien ministre de l'Énergie, de l'Eau et de l'Hydrocarbure en 2019 à Madagascar, ancien DG de la GIRAMA jusqu'en octobre 2021. La GIRAMA qui est la compagnie nationale d'énergie et d'électricité à Madagascar est actuellement responsable national client grand compte chez GRDF, une société de distribution de gaz naturel en France. Bonjour, vous êtes Germain et merci de nous recevoir chez vous. Bonjour, et puis surtout merci de l'invitation et bienvenue chez nous. Merci pour cet accueil chaleureux. Et vous savez, dans l'émission, on pense que pour savoir où l'on va, il est important de se rappeler d'où l'on vient, parce que ça façonne qui l'on est. Donc, je vais commencer ma question par une toute simple question. Si je vous dis le pépé Garbi d'Antirabé, qu'est-ce que ça vous évoque comme souvenir? Ça m'évoque finalement le passé, hein. C'est moi, je suis un enfant finalement de l'école publique de Madagascar. J'ai commencé mes études en Tirabé. Je suis un fils d'Antirabé, à l'EPP Garbit de l'époque. Et puis après l'EPP, je suis allé au CEG au centre-ville, hein, soit Malaz. J'ai fait mes années de lycée en Tirabé aussi, avant d'avoir la chance fantastique, grâce à mes parents, de continuer mes études en France et d'avoir finalement la possibilité d'avoir une évolution personnelle et professionnelle, je trouve, exceptionnelle. D'accord. C'est très intéressant et c'est pour ça que je vais insister un peu sur la partie EPP et l'Antirabé, parce que finalement, quand on est enfant, tout simplement, on a des rêves. Donc, qu'est-ce que vous avez comme rêve à l'époque quand vous étiez assis sur un des bancs de l'EPP? Quand j'étais à l'EPP, comme tous les enfants, on voulait tous devenir pilote d'avion, pilote de comment on dit ça là, dans l'espace, aller dans l'espace. Donc ça, c'était vraiment notre rêve. Un peu plus tard seulement, j'ai identifié que j'étais, grâce peut-être en partie à ça, que j'étais à l'aise pour les matériaux, les matières scientifiques, et qui m'a orienté vers des études plutôt scientifiques que j'utilise aujourd'hui dans mes différentes activités professionnelles. Mais le rêve, c'est ce qui nous permet de finalement d'avoir de l'ambition et de travailler pour cette ambition. Exactement. Et quand vous rêviez d'être pilote, est-ce que dans votre éducation, la part de travail pour devenir pilote était déjà présente? Comment se passait votre éducation à la maison et à qui vous confiez finalement vos rêves en fait? Alors, le rêve, on le garde pour soi, hein. C'est quand on est petit, on le garde pour soi. Mais par contre, ce qui est sûr, alors peut-être pas quand j'étais à l'EPP, mais au niveau du collège et surtout au niveau du lycée, une fois qu'on a cette ambition à l'intérieur de soi, le travail c'est quand même le plus important. Il faut travailler, j'ai une devise personnelle qui est persévérons et nous gagnerons. Ça, c'est ce que j'essaie vraiment de partager avec mes collaborateurs, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un travail et puis après un petit bout de chance pour avancer dans sa vie professionnelle mais aussi personnelle. Mais le travail est quand même une base. D'accord, donc persévérons et nous gagnerons. D'accord. Et cette devise, vous l'avez reçue, on peut dire, de votre éducation, des valeurs que vous ont transmis vos parents ou c'est venu avec l'expérience de la vie? Les parents qui nous ont poussés à travailler, mais aussi les professeurs, les éducateurs qui nous ont accompagnés tout au long de notre vie de jeunes enfants et puis de jeunes adultes, et nous ont poussés à faire vraiment ces efforts. Je disais tout à l'heure que j'ai eu vraiment beaucoup de chance de pouvoir continuer mes études à l'étranger. Cette chance ne serait pas présentée si j'ai pas fait un travail très important au moment du lycée pour réussir mes études, réussir le baccalauréat et pouvoir finalement prétendre
à partir à l'étranger pour poursuivre mes études. Est-ce que, justement, vous changez d'environnement? Quand vous êtes arrivé en France, comment vous avez fait pour vous adapter? Bon, c'est jamais facile, hein. Ça, je pense que tous les Malagasy qui sont arrivés en France et même ceux qui vont arriver en France vont vivre cette difficulté, hein. Il y a déjà une difficulté culturelle puisque nous sommes des insulaires et quand on arrive en France, on a un peu cette nostalgie du pays et ça, c'est difficile avec le travail qu'il faut fournir. Sinon, ce n'est pas difficile de s'intégrer dans un pays loin de son pays. Et donc, ça a été des 2 années, je pense pour moi, je me souviens, 2 années difficiles où on travaillait tous les jours, samedi et dimanche compris. Mais après, c'est pour ça que j'encourage les gens à faire cet investissement-là, parce que pour moi maintenant c'est de l'histoire ancienne et j'en ris un peu quand j'en parle, mais à l'époque c'était pas si facile que ça. Et je pense que tous les compatriotes qui s'y sont arrivés en France ont vécu aussi la même difficulté, la nostalgie du pays. Mais on s'en sort à force de travail. Donc pour moi, vous étiez en fait un GVT, c'est-à-dire que vous étiez un gaz, vous n'êtes un Térac, parce que vous étiez prêt. Oui, ça change un peu de ce qu'on appelle d'habitude des GVT, mais là, vous étiez face à des opportunités et vous les avez saisies avec de la ténacité et de la ferveur. Et en parlant d'opportunités, je vais un peu sauter les années. Vous avez donc poursuivi vos études à Bordeaux pour un DESS technique de distribution de l'électricité. Et par la suite, vous avez intégré l'école centrale Paris, qui est une école d'ingénieurs avec pour valeur, je cite, l'excellence, l'innovation, l'entrepreneuriat, l'ouverture à l'international et le leadership. Aujourd'hui, avec tout ça, comment encourageriez-vous un jeune à relever ce genre de défi d'intégrer une grande école de renommée mondiale pour que le profil tel que le vôtre puisse se multiplier à l'avenir en fait? Alors moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que on n'a pas besoin d'intégrer une école de renommée mondiale pour réussir dans sa vie. Je pense que chacun peut trouver sa voie et des voies, il y en a beaucoup dans la vie. Ce qu'il faut, c'est vraiment prendre la voie qui correspond à vous. Il faut pas se forcer à aller dans une voie qui ne vous plaît pas. Donc moi, j'ai voulu vraiment réussir de cette manière-là et j'ai tout mis et j'ai tout fait pour le faire et je suis plutôt heureux d'avoir pu faire des choses. Mais c'est pas le seul exemple à suivre. Il y a tellement d'exemples que nos jeunes peuvent suivre. Et ce qu'il faut surtout, c'est de comprendre le plus tôt possible qu'est-ce qu'on a envie de faire et finalement de mettre en œuvre tout ce qu'on a pour réussir ce qu'on a envie de faire. Et c'est ça qui nous permet vraiment de réussir sa propre vie. D'accord, en fait, c'est se construire en tant que personne pendant qu'on construit sa carrière. L'homme est dans son entièreté et donc il faut pas forcer cet homme à aller dans quelque chose qui ne correspond pas à ce qu'il est. Ça, c'est l'échec au bout. Même si ça paraît être une réussite, c'est l'échec au bout parce qu'on va regretter de ne pas avoir fait ce qu'on avait envie vraiment à l'intérieur de soi de faire. Il faut vraiment essayer de trouver à l'intérieur de soi ce qu'on est et puis effectivement aller vers cette direction-là. Anticiper le regret. Le regret ne peut pas être anticipé, le regret est toujours devant nous, donc non, faire tout pour que la vie soit une vie qui mérite d'être vécue. C'est pas garanti à 100%, mais en tout cas, faisons tout pour le faire. D'accord, très bien, très bien. Là, on va un peu parcourir, je vais sauter quelques années parce qu'en fait, dans votre parcours professionnel, il y a un moment qui m'intéresse beaucoup, qui m'intrigue d'ailleurs, même quand j'ai préparé cet entretien. C'est le moment où vous êtes DGA de District Gaz sur Sud-Relette à Bucarest pendant 4 ans. Encore une fois, vous sortez de votre zone de confort. Et je pense quand même que c'est pas la même culture, c'est pas la même mentalité qu'en France ou à Madagascar. Et ma question, c'est comment vous avez fait face aux difficultés que vous avez dû rencontrer et qu'est-ce que vous avez fait pour pallier à ça?
pour arriver au bout de vos différentes missions? Bah, je vais vous contredire un peu, mais je vais commencer d'ailleurs par dire que un de mes capacités est quand même une capacité d'adaptation à un nouveau contexte. Peut-être que tout le monde n'a pas cette capacité-là, mais moi, j'ai senti que je peux m'adapter à un nouveau contexte, à un nouveau métier totalement différent de ce que j'ai fait jusqu'alors. Et quand il y a eu cette opportunité d'aller travailler en Roumanie, je n'ai pas hésité une seule seconde pour finalement saisir la balle au bond et accepter ce poste de responsable d'une société de distribution de gaz en Roumanie. C'est la plus grosse société de distribution de gaz en Roumanie. Par contre, culturellement, je vous contredis parce que la culture roumaine et la culture malgache, c'est comme ça. D'accord. C'est-à-dire, par exemple? Je prends juste un exemple. Nous avons notre danse spécifique d'ouverture de bal. D'accord. Eh bien, la même chose en Roumanie. Afidafida? Exactement. D'accord. Et donc, quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais finalement, je suis chez moi. Et je me suis vraiment plu dans ce pays. Ça a été difficile, l'intégration, parce qu'il a fallu apprendre la langue. Parce que, bien sûr, on pratiquait tous les jours en langue roumaine. Donc, quelques mois de difficulté pour apprendre la langue, tout nécessité d'avoir une capacité d'adaptation. Mais par contre, dans la culture, on arrive avec relativement une facilité de s'intégrer dans cette société. Et je ne suis pas le seul malgache qui s'est installé en Roumanie. Hein. À l'époque, dans l'ancien temps, des étudiants de Madagascar venaient faire leurs études en Roumanie. Et donc, les malgaches ont vécu en Roumanie depuis toujours. D'accord, donc il y a quand même une communauté malgache assez présente. Exactement. D'accord. Et là, vous me parlez de capacité d'adaptation, ça me fait penser à ce qu'on appelle les soft skills. Vous savez, les compétences qu'on acquiert au-delà de parcours scolaires, qui s'acquièrent notamment par la lecture de livres ou les échanges avec les autres comme on fait en ce moment. Et en parlant de livres, je voudrais savoir quel livre vous conseillerez à nos spectateurs et qu'est-ce que vous avez retenu ou qu'est-ce qui vous a plu dans ce livre-là? Alors, bon, je ne vais pas diffuser ici tous les livres que j'ai lus, mais on parlait tout à l'heure de l'intégration en arrivant en France. Et ça m'a marqué, hein, et donc je le conseille parce que il y a un livre en fait qui est un recueil de poésie de Baudelaire, de Charles Baudelaire, qui s'appelle Les Fleurs du Mal. D'accord. Ça m'a vraiment marqué ce livre-là parce qu'en fait, c'était au moment où j'arrivais donc ici en France. Bon, ce sont des poésies tristes, hein, Les Fleurs du Mal, le spleen, mais ça correspondait totalement à notre esprit, à la nostalgie de cette époque-là, à ce moment-là. Et donc, en fait, je retrouvais vraiment ce que voulait exprimer le poète en lisant ce recueil de livres des Fleurs du Mal. Donc, pour les jeunes qui arrivent, ça peut valoir le coup de lire ce type de livre qui nous sort finalement de notre culture, mais où on retrouve quand même un certain nombre de notre nostalgie malagasy. J'ai plus la chance aujourd'hui de lire des livres en malagasy, mais il y a un livre aussi que je conseille qui existe encore, je crois, en librairie, qui est Fomba Malagasy. Pourquoi? Parce que c'est un livre qui nous permet vraiment de voir notre culture dans les différentes régions de notre pays et pour s'apercevoir que finalement notre pays est un pays, est une culture avec bien sûr ses diversités, mais on voit bien qu'à chaque étape de notre vie, notre culture a trouvé ce qu'il faut faire, les mots qu'il faut dire, les gestes qu'il faut faire, la coutume qu'il faut faire pour passer cette étape de notre vie. Et je trouve que un Malagasy devrait lire ce livre Fomba Malagasy. Oui, donc il y a beaucoup de sagesse dans notre culture en fait. Ouais. Et du coup, je vais revenir un peu sur maintenant votre parcours professionnel. À quel moment vous vous êtes dit
qu'il était temps de revenir à Madagascar pour justement le poste de ministre. Et finalement, est-ce qu'il y a des manières d'appréhender un poste ministériel où finalement on apprend sur le tas grâce à ses expériences et sa volonté de changer les choses? Alors, comme tout le monde aussi, ça a toujours été dans notre tête de revenir au pays, hein, parce que nous sommes des insulaires, donc notre seul objectif, c'est de revenir au pays. On a eu avant, il y a déjà quelques années maintenant, des projets pour développer des entreprises à Madagascar. Cette opportunité de participer au gouvernement de Madagascar a été vraiment une opportunité. Ce n'est pas calculé, c'est une surprise, j'ai envie de dire. Et je réponds directement en disant que on n'est pas prêt à être ministre. Il faut apprendre vite, s'adapter à ce contexte nouveau et surtout développer le plus rapidement possible la stratégie pour là, dans ce cas-là, le développement énergétique de Madagascar. C'est ce qu'on attend de vous. Et comme vous savez que c'est un poste, un CDD, hein, un poste de ministre, il faut aller vite dans l'action. Vous n'avez pas trop le temps de prendre le temps de réfléchir. Il faut vraiment passer à l'action, à la réflexion, à la définition de la stratégie. Mais j'ai découvert cette opportunité-là quelques jours ou quelques semaines avant d'être nommé ministre. D'accord, très bien. Merci pour ce partage. Et je vais finir avec une dernière question. Quelle est la chose que vous avez appris sur ces 5 dernières années et que vous auriez aimé apprendre à l'école? Alors, beaucoup de choses. Parce que, pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, la vie est un apprentissage continu. Donc, moi, je continue à apprendre tous les jours, même auprès de mes collègues, je découvre des choses. Et donc, on peut toujours se dire qu'on aurait aimé apprendre ça à l'école. D'ailleurs, il y a beaucoup de choses qu'on apprend à l'école qui nous servent pas trop dans la vie de tous les jours, mais on les apprend parce que j'imagine que ça nous permet de former l'homme que nous sommes devenus. Donc, il y a beaucoup de choses. Je ne sais pas s'il y a quelque chose en particulier. Moi, j'aurais voulu peut-être, parce que j'avais pris cette voie scientifique, apprendre beaucoup plus sur l'économie, sur l'entrepreneuriat, qui n'existait pas du tout dans l'école d'ingénieur où j'étais. Maintenant, ça existe, hein, donc quelque part, ça a aussi évolué. Donc, mais je ne regrette pas, parce que j'ai pu apprendre ça après coup dans ma vie professionnelle et personnelle. Finalement, il y a un mot qui m'intéresse dans ce que vous avez dit, c'est le mot entrepreneuriat. Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion d'entreprendre quelque chose à Madagascar dans votre passé? Oui, ce que je vous ai dit tout à l'heure, en 1999, donc il y a longtemps, il y a prescription maintenant, avec quelques amis, nous avons lancé donc une entreprise de production de poules pondeuses, qui malheureusement, donc qui s'est très bien développé, mais avec la crise de 2002, on a été obligé de prendre des décisions radicales pour fermer l'entreprise. Et donc, ça a été 3 années de très belles expériences pour nous. Même si ça aboutit à un échec, c'est quand même une expérience qui construit l'homme que je suis devenu aujourd'hui. D'accord. Donc, quand j'ai préparé notre échange, c'est vrai que la notion d'échec ne sortait pas trop à la lecture de votre CV. Mais là, finalement, vous me parlez d'un moment d'échec. Et l'échec en soi, pour vous, n'est pas grave si on arrive à rebondir derrière. J'ai envie de dire que l'échec est indispensable. Parce que c'est comme ça que l'on apprend la vie. Donc, il y a des petits échecs, des grands échecs. Ce qui est important, c'est de comprendre en amont que ça peut arriver, que ça va arriver, mais qu'il faut surtout pas s'arrêter à cause d'un échec. Il faut toujours rebondir. Alors peut-être s'écarter un peu du chemin pour trouver un chemin de traverse, mais rebondir parce que la vie continue et donc il faut aller plus loin dans sa vie et fort de l'expérience qu'on tire de ces échecs, hein, que je considère plutôt comme ces enseignements, d'être plus fort et de pouvoir réussir d'autres choses.
Mais la vie est une succession de réussites et d'échecs. Et donc, il ne faut pas s'arrêter parce qu'on n'a pas réussi quelque chose. Non, c'est pas ça la vie. Moi, je conseille vraiment de se lancer et surtout d'être conscient que quand on se lance, on peut avoir quelques erreurs, quelques non-réussites tout au long de sa vie, mais ce n'est pas du tout grave. Ça va renforcer ses compétences et ses capacités à réussir plus tard. D'accord, très bien. Bah, écoutez, on a terminé avec la première partie. Si je résume, en fait, c'est capacité d'adaptation, l'importance de se construire et d'aller au-delà de l'échec. Je vous remercie pour cet échange, hein. Et maintenant, on va passer à la deuxième partie qui va plutôt concerner votre domaine de compétences, donc l'énergie. Nous sommes toujours avec Vunzia Diamang. Et pour cette deuxième partie, nous allons aborder un sujet qui rentre dans votre domaine de compétences. Et pour ce faire, je vais partir de 3 constats. La première, c'est que le continent africain, c'est le continent qui a le moins contribué aux émissions de gaz à effet de serre. Et paradoxalement, c'est le plus touché par le dérèglement climatique. Le deuxième constat, c'est que la population malgache est une population jeune, avec une pyramide des âges extrêmement large au niveau de la base, et un taux d'accroissement d'environ 2,8%. Et paradoxalement, l'accès à l'électricité ne suit pas cet accroissement de la population. Pour finir avec mon troisième constat, environ 83% de la population malgache vivent en milieu rural et 17% vivent en milieu urbain. La question que je souhaiterais vous poser, c'est quelle politique énergétique mener en milieu rural pour valoriser cette jeune population? Alors d'abord, j'ai envie de réagir par rapport à vos 3 constats, qui est une réalité. C'est vrai que l'Afrique fait partie de ceux qui produisent le moins de gaz à effet de serre. C'est lié au fait que c'est aussi la partie du monde la moins développée, donc moins de gaz à effet de serre. Malgré le fait que les conséquences de l'évolution mondiale du climat sont très importantes en Afrique et on voit à Madagascar aussi dans le sud de notre pays les cyclones qui passent au niveau de notre pays. Donc ça, c'est une réalité. Quand on parle de la population et notamment de la jeunesse de la population, c'est un constat qui est plutôt positif parce que ça veut dire qu'on a de l'énergie, on a de la jeunesse et donc on a cette population capable de développer le pays et l'avenir du pays. Il faut après mettre en œuvre les projets pour que ça se traduise effectivement comme une opportunité, notre jeunesse, et non pas comme un frein au développement. Et donc notre population est essentiellement rurale, mais notre pays, la production agricole est aussi un point fort de notre pays. Et j'ai envie de dire, la production agricole maintenant devient un levier stratégique, compte tenu de l'évolution du monde et de cet enjeu de réduction de gaz à effet de serre dans le monde. Donc c'est plutôt aussi un point fort de notre pays d'avoir des forces de production agricole, puisque ça va être clé dans les années à venir de pouvoir finalement subvenir aux besoins primaires de la population et voire exporter cette production vers les autres pays moins avantagés. Après, effectivement, cette population rurale, il faut qu'on puisse s'assurer de son développement. Quand je parle de développement, c'est vraiment le développement humain. Bien sûr, il y a la population dans les villes, qu'il faut aussi qu'on assure un développement humain, mais plus de 80% de notre population se trouve dans des zones rurales. Il faut aussi qu'on se préoccupe vraiment du développement de cette population-là. Et l'énergie est clé dans le développement. Il n'y a pas de développement possible si on n'a pas du développement énergétique. C'est indispensable au développement humain de développer l'énergie. Et donc, dans une stratégie de développement du pays, il faut qu'on ait une stratégie de développement énergétique. Et donc,
en particulier pour Madagascar, de développement énergétique dans les zones rurales. Mmh. Donc il y a quelques freins parce que les zones rurales sont très isolées, donc loin des réseaux constitués. Mais il existe aujourd'hui, on a une chance avec l'évolution technologique, il existe aujourd'hui des solutions techniques et technologiques pour apporter le développement énergétique, même des zones les plus reculées au monde, donc à Madagascar. Mmh. Donc, quand on parle de la population, est-ce qu'il s'agit de les informer, de les former pour qu'ils adhèrent à une politique de l'État, une politique énergétique? Comment ça pourrait se faire en fait? Alors, quand j'étais donc au ministère de l'Énergie, on a bien identifié les différentes solutions parce qu'il y a de multiples solutions possibles qu'on peut déployer en fonction du contexte. Les solutions doivent être adaptées au contexte. Donc, si on prend Madagascar, avec 24-25 millions de population, il y a une étude géospatiale qui a été effectuée et on sait que pour de longues années, la moitié de la population se trouve très éloignée et se trouvera encore très éloignée des réseaux électriques. Donc, il faut une solution adaptée à cette partie-là de la population. Ce sont les kits solaires, c'est-à-dire des possibilités de produire de l'électricité de manière individuelle. Et puis l'autre moitié sont plus ou moins proches de réseaux électriques. Donc soit on développe le réseau électrique existant. Donc ça, c'est plutôt pour Madagascar le développement d'une stratégie de conquête de la Jirama, une politique pour augmenter le nombre de personnes raccordées au réseau, soit par le développement de réseaux isolés, c'est-à-dire des petits réseaux avec des habitations autour de ce petit réseau qui sont alimentées. Donc on a ces trois solutions-là pour développer l'électricité en particulier et donner accès à l'électricité au maximum de population. Je rappelle qu'à fin 2017, seulement 15% de la population malgache avait accès à l'électricité. Et ça entraîne un problème de développement. Donc, si on veut développer le pays, développer l'humain, il faut qu'on augmente ce taux d'accès à l'électricité et d'aller atteindre 100%. Donc, se fixer une stratégie, une ambition de raccorder tout le monde à 100%. Bien sûr, il faut passer par des étapes, mais ça, c'est une volonté politique et une ambition politique de raccorder la population. Donc ça, cette stratégie-là a été définie et après, il faut la mettre en œuvre. Et là, effectivement, il y a plusieurs solutions. Et on parlait tout à l'heure de jeunes. Il y a énormément d'opportunités pour les jeunes qui veulent entreprendre dans le secteur de l'électricité, parce qu'il y a tous ces projets-là qu'on développe. Alors, je vais compléter juste parce que l'énergie, d'une manière générale, c'est pas uniquement l'électricité. Il y a aussi tout ce qui est cuisson, hein. Et donc, on sait que la problématique de l'utilisation du bois de chauffe, du bois de cuisson, est problématique pour notre pays. Et donc, on doit aussi développer des solutions alternatives pour réduire finalement la sollicitation de nos forêts pour la cuisson. Et donc, il existe des solutions de biomasse, de biométhane, pour aider la population à finalement remplacer l'utilisation de charbon de bois ou de bois de cuisson à des solutions renouvelables qui permettent de continuer à se développer tout en protégeant notre environnement. Et tout ce développement énergétique maintenant doit être fait avec vraiment un souci important d'utiliser l'énergie renouvelable. Parce que si on développe en utilisant l'énergie fossile, on voit bien ce qui se passe aujourd'hui, y compris en Europe, les difficultés que les pays rencontrent par rapport à l'utilisation de l'énergie fossile. Donc il ne faut pas qu'on aille dans cette direction-là pour le développement de Madagascar. Il faut tout de suite prendre dès maintenant le virage des énergies renouvelables
Et on a des potentiels énormes en termes d'énergie renouvelable dans notre pays. Et tout à l'heure, vous avez parlé de kit solaire. Imaginons, en supposant, demain, un jeune décide de lancer une start-up. Est-ce qu'il y a de la place pour ce jeune-là dans ce domaine? Ah, il y a beaucoup de place à prendre. Je vous ai dit tout à l'heure, la moitié de la population peut être demain un cible de ce business. C'est-à-dire 12 millions de personnes. 12 millions de personnes, c'est 2 millions de foyers. C'est à peu près un foyer à Madagascar, c'est 6 personnes, 5-6 personnes. Donc, il y a 2 millions de foyers alimentés. Donc, 2 millions de kits. Alors, il suffit pas d'aller acheter le kit en Chine, de le vendre à Madagascar, c'est pas le but. Ces kits-là, il faudrait peut-être le piloter parce que les gens, ils pourront peut-être pas payer cash le kit solaire. Donc, il faut mettre un dispositif financier pour que les gens puissent payer progressivement le kit. Comment vous faites quand ils payent pas? Donc, mettre un dispositif informatique ou de télécommunication pour pouvoir couper l'installation en cas de non-paiement. Comment vous allez entretenir les kits quand ils tomberont en panne? Donc, il y a tout un microcosme économique à mettre en œuvre pour développer une solution durable, parce que le but, c'est de développer une solution durable pour que l'accès à l'électricité ne soit pas un accès pour 6 mois ou pour 1 an, mais un accès durable qui permet d'assurer ce développement humain de manière durable. Donc, oui, il y a des opportunités pour un entrepreneur, et surtout pour des jeunes entrepreneurs, pour se lancer dans ce type de business qui est attendu par la population. Mais il faut monter finalement le dispositif et le concept pour que le produit ou l'offre coïncide bien avec les attentes et les possibilités de la population. D'accord. Je vais juste revenir sur le rôle de l'État. Est-ce que, à votre connaissance, lors de votre fonction en tant que ministre, il y a une politique d'accompagnement pour ces types de start-up, c'est-à-dire, je sais pas moi, une politique fiscale avantageuse ou des subventions Alors, je sais, alors je peux me tromper, mais je sais qu'il y a énormément d'aide en tout cas, parce qu'il y a une volonté de le faire pour développer des entreprises à Madagascar. Et donc, à l'époque déjà, et je pense que ça continue et ça va s'amplifier dans les années à venir, il y a vraiment cette volonté de venir apporter aussi bien le financement, parce que des fois le financement peut manquer, mais également tout le développement de compétences professionnelles pour accompagner des entrepreneurs, des jeunes entrepreneurs, des femmes entrepreneurs, pour développer finalement des entreprises dans tout le domaine, que ce soit dans le secteur agricole, artisanal, etc. Donc ça existe, il faut se lancer. Moi, j'ai vu dans les réseaux sociaux le projet Fiarina, par exemple, qui finance, et même la formation des entrepreneurs pour développer leur petite entreprise. Très bien, le message est passé. Je vous remercie, Vincent Djamang, et nous allons maintenant passer à la troisième et dernière partie. Donc pour cette troisième partie, je vais vous montrer une vidéo et je vous poserai une question juste derrière. La reine Elisabeth II s'est éteinte ce jeudi 8 septembre. La reine Elisabeth était un symbole de stabilité. Début juin, les Britanniques avaient célébré pendant 4 jours ses 70 ans de règne. Mais la monarque était restée quasi absente de ce jubilé de platine, ne se montrant qu'à 2 brèves reprises au balcon du palais de Buckingham. On constate, comme vous avez pu le voir avec le décès de la reine Elisabeth II, à quel point les Britanniques ont une identité culturelle forte et comptent la préserver avec la succession au trône du roi Charles. Et ma question est la suivante. Selon vous, quel rôle joue l'identité culturelle d'un pays dans son développement ? J'ai envie de dire, un pays qui n'a pas d'identité, qui n'a pas de culture, c'est un pays qui n'est pas solide. Et parce que la culture, c'est quoi finalement? C'est l'histoire des années et des années vécues par une population, partagées par une population. Donc,
c'est important de connaître d'où on vient pour savoir où on va. Et nous avons vraiment une chance à Madagascar parce que nous sommes une île, d'avoir cette culture avec toute sa diversité, mais quand même une culture malagasse et qui nous unit finalement, nous tous. Et nous devons nous appuyer sur notre culture qui est extrêmement riche. Le monde entier vient voir et apprécier, étudier notre culture. Ça veut dire que cette culture-là, elle a de la valeur et nous devons nous appuyer là-dessus pour renforcer finalement notre développement dans le futur. Nous devons nous développer en tant que Malagasy. Nous sommes Malagasy, donc nous devons nous développer en tant que Malagasy. Nous ne devons pas nous développer en tant que pays occidental ou pays oriental. Nous devons nous développer en tant que Malagasy. D'accord. Donc toujours, pour savoir où l'on va, c'est important de se souvenir d'où l'on vient. Très bien, je vous remercie. Maintenant, nous allons passer à la dernière partie. Je vais vous poser une rafale de questions dans une durée limitée d'1 minute. Donc je vais faire appel à votre spontanéité. Très bien, si vous êtes prêts, je vais commencer et on va démarrer le chronomètre. Je commence. Quelle est votre plus grande qualité selon vos proches? La grande qualité, c'est que je suis très calme. D'accord. Quel est votre plus grand défaut selon vous? Mon plus grand défaut, c'est que je suis pas patient. Quel est le dernier livre que vous avez lu? Le dernier livre que j'ai lu, c'est L'étranger d'Albert Camus. Quel est votre sport préféré? Alors, je suis pas un grand sportif, je fais de la randonnée, je fais du vélo que j'ai arrêté parce que j'ai mal aux genoux. Quelle est la mauvaise habitude dont vous aimeriez vous débarrasser? Oh là là, Joker. Il y en a tellement que je peux pas. Qu'est-ce que vous aimez faire pour vous changer l'esprit? Alors, j'aime bien marcher, randonner, parce que ça me vide vraiment la tête. Quelle est la dernière chose que vous faites avant de dormir? Je fais la même chose, je brosse mes dents aussi en plus, donc... D'accord, très bien. Top, 1 minute. Parfait, je vous remercie pour cette spontanéité. Si vous avez un message, le mot de la fin, quel serait-il? Ce que j'ai envie de dire finalement, puisque très certainement les jeunes sont les premières cibles de nos échanges, c'est vraiment de les encourager à prendre l'initiative, à aller entreprendre dans notre pays. On a besoin d'eux. Notre pays a besoin d'eux, donc il faut pas hésiter, il faut se lancer. J'ai dit tout à l'heure que l'échec n'est pas une difficulté, c'est un enseignement pour aller plus loin. C'est vraiment la chose la plus importante que j'ai envie de partager à nos auditeurs. D'accord. Merci, Vunzia Demang. Merci pour votre invitation.